Bonjour à tous. Bon, je crois qu'ici, tout le monde connaît Ambroise Croizat et connaît l'héritage qu'il nous a laissé, lui et ses camarades, hein, puisque Ambroise Croizat tout seul, il n'aurait rien pu faire. Ce qui a été important dans la réalisation de ce qu'il a fait, c'était certainement d'avoir autour de lui un appui populaire et particulièrement l'appui des militants auxquels il pouvait s'adresser à travers toutes les unions départementales qui ensuite déclinaient sur les unions locales et qui a permis d'avoir un engouement populaire pour la réalisation particulièrement de la sécurité sociale. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de revenir sur cette construction. En tout cas, dans les 18 mois qu'il aura passé au ministère du Travail, il va se passer plus de choses qu'en un siècle de fonctionnement. Il y en a qui ont utilisé le terme de révolution copernicienne. Après, on peut s'étonner aussi de la manière dont il est arrivé à ce poste. Alors, si on reprend un petit peu l'histoire d'Ambroise Croizat, il est né en 1920 dans un petit village de Savoie dans lequel il y a une usine de la métallurgie, dans laquelle son père travaille. Son père est ferblantier. C'est un militant socialiste et lui aussi est impliqué syndicalement. Croizat, c'est un des rares hommes politiques qui aura des grosses responsabilités, qui a connu la misère ouvrière, parce qu'au début du XXe siècle, à Notre-Dame de Briançon, il est né, l'ambiance, c'est ce qu'on retrouve dans les descriptions du roman d'Émile Zola. Hein. C'est vraiment la misère, c'est le salaire du père de famille qui arrive à peine à subvenir au toit et au pain. Hein. Et donc, le père, lui, est déjà très engagé. En 1906, il va déclencher une grève en Savoie, et puis la délégation va rencontrer le patron des usines des carburants métalliques, et le patron va céder sur toutes les revendications, mais il va poser une condition. Il dit, la seule chose, c'est que je ne reprends pas Croizat, Antoine Croizat le père. Alors le comité de grève se réunit, et puis dit, c'est pas possible, alors ils vont trouver un compromis. Donc le patron va prendre Croizat et le mettre dans une autre usine à Uchine. Hein. Et donc en bout de quelques mois, il va se passer la même chose, il va redéclencher une grève, et puis il va être redéplacé, et puis ensuite, au bout de la troisième fois, il finira par être licencié. Ensuite va arriver la guerre de 14 et le père va être mobilisé sur le front. Donc Croizat Ambroise, lui, n'aura pas le temps de passer son certificat d'études. Hein, ça c'est quand même un élément assez important parce que c'est pas du tout le profil qu'on retrouve après chez le standard de la politique. Et donc il va commencer à travailler comme manœuvre à l'usine, et ensuite, après son travail, il va suivre des cours du soir pour devenir ajusteur-outilleur. C'est la seule qualification qu'il aura dans sa vie. Alors, il en est très fier, parce que ajusteur-outilleur, dans le métier de la métallurgie, c'est vraiment le haut du panier. Et puis, donc, très rapidement, il va se syndiquer, et puis va avoir responsabilité syndicale, parallèlement il y a aussi des activités politiques, et très rapidement il ne trouvera plus à se faire embaucher parce qu'il est marqué sur une liste noire du patronat de la métallurgie de sa région, et il va devenir donc permanent pour le syndicat CGT. Et puis sur cette vie permanente, il y a quand même des choses qu'il faut regarder. On n'a plus la cuisine, mais c'est une vie très très difficile. Pour la rémunération, donc il doit tous les mois s'adresser à un trésorier central
qui lui-même est alimenté par des trésoriers de quartier, et bon, le salaire va dépendre des adhésions, des cotisations, des ventes de revues syndicales, et très très rarement il y a un salaire complet à la fin du mois. Et à l'époque, on demande aux dirigeants politiques du Parti communiste, c'est très intrusif, mais on leur demande de rédiger des biographies. Alors sur une de ces biographies, donc on lui demande le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et sa fonction. Alors, fonction, il devrait mettre permanent, mais au lieu de mettre permanent, il met fauché en permanence. Hein, voilà. Et bon, la vie de permanence, c'est aussi, il est envoyé dès qu'il y a un conflit. Alors il peut être envoyé à Brest, à Marseille, tous les coins de la France. Et puis quand on lui dit d'aller soutenir le mouvement de grève, on lui dit bon ben voilà ton billet de train, allez, les revues du syndicat, et quand tu auras vendu les revues, ben, tu auras ton billet de retour. Et bon, quand il va sur place pour accompagner une grève, donc il est pris en charge par la solidarité de ses camarades. Hein, mais déjà, la vie en temps normal, elle est compliquée pour ces personnes-là. Un conférent en plus, c'est quelque chose qui n'est pas neutre. Mais quand il arrive et que les gens sont en grève, ils sont dans des situations économiques encore plus contraintes. Hein, et donc, ce qui fait que à chaque fois, c'est des complications à la fois pour se loger, pour se nourrir. Voilà. Ça, c'est un petit peu le résumé de sa vie de permanent. En 1936, donc, il va être présenté par le Parti communiste et donc il va être élu dans le 14e arrondissement de Paris. Là, sa vie va un petit peu se stabiliser parce qu'au moins il aura un salaire à la fin du mois. Alors, un salaire parce qu'il y a un contrat entre les communistes et leur parti, hein, c'est-à-dire qu'ils reversent toutes leurs indemnités au parti, et ensuite, le parti leur verse un salaire équivalent à celui d'un ouvrier qualifié. Bon, mais au moins, il y a un salaire qui tombe tous les mois. Il participe donc au grand mouvement social de 1936, le Front populaire, et dans la délégation de la CGT qu'il représente, il est rapporteur sur les conventions collectives. Bon, mais cette situation, elle ne va pas durer très longtemps, elle va s'assombrir très vite. Et donc, la guerre se profile, et en octobre 1939, les députés communistes vont être arrêtés et mis en prison. Alors, il va y avoir un déplacement dans diverses prisons métropolitaines, et puis, comme si ça ne suffisait pas, à un moment donné, tous ces députés, ils sont 27 en tout, ils vont être internés dans le bagne de Maison Carrée en Algérie, dans lequel ils vont passer 2 ans et demi. C'est dans les courriers des archives familiales. Bon, il écrit régulièrement à la grand-mère qui a gardé précieusement les courriers. Donc, ce qui ressort, c'est qu'ils ont faim. On les tue à petit feu. Ils ont faim, donc déjà ils sont affaiblis. Et puis, alors, ils sont attaqués par les vermines. Et donc, il y en a qui sont atteints de la dysenterie, il y en a d'autres qui sont atteints du typhus. Donc, physiquement, ils vont se retrouver affaiblis, mais à la fois, ils vont garder un moral d'acier. Hein, et quand la situation va évoluer plus favorablement pour eux, il va y avoir le débarquement des Alliés en Algérie, il y a un émissaire du gouverneur d'Algérie qui va venir les voir et qui va leur proposer de les faire sortir, mais à condition qu'ils signent un papier comme quoi ils n'auront plus d'activité politique. Et François Guillou, bon, excusez-moi, la trivialité de l'expression, va lui dire « merde ». Et donc, il repartira. Quelques temps après, on les fera 3 mois après le débarquement, ils finiront par sortir, et donc ils reprendront leurs activités politiques et syndicales.
Alors, ils vont intégrer l'Assemblée consultative d'Alger, et dans cette Assemblée consultative, qui sert un petit peu de parlement, donc Croizat, lui, il va donc occuper le poste de président de la Commission du Travail et des Affaires sociales pendant toute cette période, et donc ensuite, à son retour en France, dans l'Assemblée constituante, il continuera d'avoir cette fonction, président de la Commission du Travail et des Affaires sociales. Ce qui fait que ça en fait un personnage de premier plan sur ce qu'il va falloir mettre en place à la Libération, particulièrement ce qui est ressorti dans le programme du glorieux CNR, c'est ça, donc la mise en place d'un système de prise en charge de la santé publique. Alors il y avait des historiens qui s'étaient exprimés peut-être il y a 2 ans dans le monde, et qui expliquaient qu'il fallait en finir avec cette légende que la sécurité sociale, c'était un héritage communiste. Et pour étayer leurs assertions, ils disaient, regardez, le 4 octobre 1945, c'est pas grave, ils disent qu'il est en relance de la sécurité. Mais ils ne prennent pas en compte toute la période antérieure. La période pendant laquelle il est président de la Commission du Travail et des Affaires sociales. Et donc, ça en fait un personnage absolument central de toutes les discussions. Et donc, l'ordonnance d'octobre 1945 est le résultat de plus d'une année de discussion par les gens qui sont concernés par la mise en place de cette sécu. Donc il y a le ministre du Travail, Alexandre Paroli, il y a aussi Pierre Laroque, qui est attaché au ministère d'Alexandre Paroli. Et donc, peu de temps après cette ordonnance, il va y avoir des élections législatives. Le Parti communiste fait un très bon résultat, c'est le premier parti de France. Il avoisine le résultat des élections avoisine les 30%. Il y a une CGT qui est à 5 millions d'adhérents. Et le chef du gouvernement, le général de Gaulle, se retrouve contraint de prendre des ministres communistes. Et donc, en ce qui concerne la sécurité sociale, le choix se fait sur Croizat, justement, à cause de cette intériorité dans l'étude de ce qu'il faudra mettre en place comme système de santé à l'amélioration. Alors ça n'a pas duré longtemps, cette collaboration avec le général de Gaulle, puisque 2 mois après, il démissionne, et bon, ça n'en fait pas du tout une personne qui a vraiment contribué à la mise en place de la sécurité sociale. Donc, l'avantage de Croizat sur la mise en place de la sécurité sociale, c'est son origine de syndicaliste. Donc, il peut s'adresser facilement au monde militant, et il va y avoir donc une dynamique extraordinaire. Les militants, après leur temps de travail, ils vont aller à soit la rénovation ou la construction de bâtiments qui vont abriter les futures caisses de sécurité sociale. C'est souvent des vieux bâtiments ou des hangars qu'on met à leur disposition. Donc ils vont aider à la rénovation de ces bâtiments. Il y en a d'autres qui vont récupérer des morceaux de bois, parce que la France est ruinée, il n'y a plus rien, pour essayer de faire un petit peu de mobilier, des choses comme ça. Il y a ces camarades aussi qui passent leur temps à établir des petites fiches de qui seront les futurs assurés sociaux. Puis aussi les camarades à qui on dit, bah, il va falloir maintenant que tu réfléchisses à ton avenir, parce que demain, tu vas devenir un administrateur de la sécurité sociale. C'est un bel avenir pour un ouvrier de se retrouver dans cette situation. Et donc, cette dynamique va faire qu'en France, ça va se créer très très vite, la sécurité sociale. Pierre Laroque, qui lui était vraiment un habitué du montage de ces usines à gaz,
Il avait pris l'exemple de l'Angleterre, il avait dit en Angleterre, ils ont commencé en 1943, et pour faire fonctionner leur système, ça a pris 8 ans. Et en France, ça a commencé à fonctionner en moins d'1 an. Donc il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé d'extraordinaire, et une réalisation des travailleurs, et donc Froissart tenait à ce que cette réalisation des travailleurs profite aux travailleurs. Alors, pour arriver à cette fin, donc il y avait le principe déjà du financement de la sécurité sociale, hein, qui va être assis sur la cotisation sociale. Par exemple, ce qui est différent de ce qui se passe dans d'autres pays comme l'Angleterre, où c'est pris sur l'impôt. Et puis, il y a aussi la gestion qui est confiée principalement aux représentants des assurés sociaux, puisque dans la Sécu version Froissart, il y a 75% de représentation des assurés sociaux, 25% du patronat. Voilà, donc comme je sais qu'il y a beaucoup d'intervenants,